Merci beaucoup, Madame. C'est pour moi un honneur et un bonheur de parler de l'investissement qu'il faut que nous produisons pour notre jeunesse dans sa connaissance du panafricanisme. Le panafricanisme, il n'y a pas de meilleur endroit pour en parler que l'UNESCO elle-même. Parce que dans les statuts de la constitutive de l'UNESCO, vous constaterez que il est souligné que les accords à caractère économique et politique ne peuvent pas permettre de construire les bases d'une paix durable. C'est donc sur la base de la solidarité intellectuelle, c'est-à-dire rationnelle et morale, de l'humanité qu'il est possible de construire une paix durable et sincère. Et s'il n'y a pas de paix durable et sincère, il n'y a pas de développement durable. Le mot paix et développement sont en réalité, comme l'a souligné Paul VI, les deux faces d'une même réalité. Il disait, et ceci a été repris par plusieurs directeurs généraux successifs de l'UNESCO, que l'autre nom de la paix, c'est le développement. C'est à cet égard que j'ai beaucoup apprécié l'intervention des deux orateurs qui m'ont précédé, qui ont mis l'accent sur le fait que le développement durable et le développement qui passe par notre jeunesse a besoin de paix, a besoin de stabilité, a besoin de sécurité. Mais je pense que le panafricanisme, contrairement à ce que peut laisser supposer le nom panafricain, est un mouvement, est une dynamique qui s'adresse en réalité à la totalité des pays du monde entier. Et il trouve son rayonnement global avec la création des Nations Unies en 1945 et au préalable à la Société des Nations, parce que l'une des causes qui a conduit à la création de ces deux institutions est fondamentalement la quête d'une paix durable par un développement durable, en commençant par les pays qui étaient les moins avancés, comme on dit aujourd'hui, mais que je préfère sans langue de bois continuer à appeler les pays sous-développés, pire les pays en voie de sous-développement. Pour secouer cette léthargie, le continent africain a été à l'avant-garde d'une dynamique que nous avons appelée panafricain et qui a commencé très très tôt en réalité par le désir de briser non seulement les chaînes concrètes de l'esclavage, mais les chaînes immatérielles de l'esclavage. Étant bien entendu que l'esclavage n'est pas propre à l'Afrique, l'esclavage a existé bien avant dans d'autres continents, et le mot même esclavage, si vous regardez le dictionnaire, vient de ex-slave, c'est-à-dire dans l'espace européen, les régions où les pays les plus avancés cherchaient les esclaves étaient les pays slaves. Et en anglais, puisque vous m'avez dit de faire signe quand je change de langue, it is stated that slaves is the same word that is applied to the Slavic people, because it's from that region that in the Middle Age slaves were being taken, but earlier in Greece, in Rome also, we know the revolt of Spartacus. The phenomenon exists much before it existed, and it was applied to Africa. But the struggle against slavery, that is to say the struggle for freedom, took a major step forward with Africa, because it's the transatlantic slave trade that is the beginning, the real beginning of what is known as modern slavery. And it is the process of that struggle that has led us to consider how in Africa, because we were the first victim of that slavery, we could emancipate ourselves. It is very interesting to note that this phenomenon that stretches between approximately the 17th and the 20th century
didn't have any structural existence before 1900, and in 1900 took place the first structural meeting called, now I'll change to French and I will keep on in French from now on. La première conférence panafricaine a eu lieu à Londres en 1900. Pourquoi à Londres et pourquoi en 1900? En 1900, parce que 4 années avant a eu lieu en Éthiopie, qui symbolisait pour la plupart des peuples africains le pays qui incarnait l'indépendance des peuples noirs, étant bien entendu qu'il ne s'agit pas de l'Éthiopie actuelle seulement, mais c'est surtout le nom qui était donné à l'ensemble du continent africain par les Grecs, parce que le mot Aethiops signifie en grec ancien la terre des hommes au visage brûlé, au visage noir. De telle sorte que dans le premier volume de l'histoire générale de l'Afrique, vous verrez que la couverture de ce premier volume, que je n'ai malheureusement pas en couleur, vous montrera la carte qui a été utilisée par les navigateurs portugais pour trouver les routes des épices en Inde et de la soie en Asie, en contournant l'Afrique. Cette carte porte le nom Éthiopie en son centre, et l'Atlantique du Sud s'appelait Mara Ethiopica. En d'autres termes, nous les Éthiopiens, on doit s'excuser que quand nous monopolisons pour nous seuls le mot Éthiopie, en réalité c'était le mot qui était utilisé par l'ensemble des peuples africains. Le mot Afrique est venu avec la montée des conquêtes arabo-musulmanes. Mon propos est ici de montrer à quel point toute victoire, et la victoire de la bataille d'Adwa était significative, a beaucoup de parents. Et par conséquent, ça a permis de prendre conscience à l'ensemble des peuples noirs, non seulement du continent africain, mais de la diaspora, que le moment était venu peut-être de se regrouper pour acquérir l'indépendance, pour acquérir la liberté. Et ils sont donc venus voir l'empereur Ménélique et son épouse, l'impératrice Taïtou, en 1898, quelques 130 Africains, mais également des ressortissants venus des États-Unis et des Caraïbes, pour demander à l'empereur Ménélique, qui venait de remporter la victoire de la bataille d'Adwa, de leur donner un petit coup de main pour qu'ils puissent s'affranchir eux aussi. Ménélique leur répondit que dans le cadre du rapport de force qui était celle de l'époque, non seulement matériellement il ne pouvait pas leur être d'un grand secours, même lui-même il n'a pas pu débouter les Italiens au-delà de la rivière Mereb, et au demeurant, s'il l'avait fait, les Français et les Anglais se seraient mis avec les Italiens pour le battre, pour l'écraser. Ceci nous montre que dominer une victoire est quelque chose de très important. Et à ces gens venus le voir, des différentes parties du monde noir, il leur a dit, par contre, le secret de la victoire des Éthiopiens a été le fait d'unir les différents peuples éthiopiens au-delà de leur langue, au-delà de leur religion, parce que l'Éthiopie, comme vous le savez, est le second pays chrétien de l'humanité, le premier pays musulman, parce que c'est en Éthiopie qu'a été construite la première mosquée du vivant du prophète Mahomet, et enfin, il y a également ce qu'on appelle les Juifs noirs, les Falachas. Ménélique le dit donc, c'est, écoutez, ce qu'il faut que vous fassiez, ce qu'il faut que nous fassions tous, c'est donc nous unir dans nos diversités. En d'autres termes, le mot panafricain signifie s'unir dans le respect de nos diversités à l'intérieur de chacun de nos pays et dans l'ensemble du continent et au-delà, dans une conception de notre identité africaine ouverte sur le reste du monde. Et ce point de vue est capital parce que en 2009 a été adopté, et là j'en appelle aux États membres de l'organisation, une très importante résolution intitulée, je la montre comme ça, pour réconcilier l'universel, pour un universel réconcilié avec le particulier, c'est-à-dire comment réconcilier notre identité
avec l'universel, avec la globalisation. Ce point de vue est important et cette résolution est très importante parce qu'elle s'appuyait sur la réflexion de 3 auteurs considérables. Pour les pays anglophones et de langue anglaise, on a choisi Rabindranath Tagore. Pour les pays francophones, c'était Aimé Césaire, ça faisait une année qu'il était décédé. Et pour les pays de langue espagnole, on a choisi Pablo Neruda, dont l'engagement auprès de Allende était connu. Et c'est sous l'égide de l'UNESCO que ces États avaient adopté cette résolution qui demandait à ce que la réflexion sur l'identité et l'universel se fasse autour d'une conception de l'identité ouverte sur autrui. Et le panafricanisme est aussi cette forme d'identité ouverte sur autrui. Il n'a pas été fait à partir de la conférence de 1900 seulement. La conférence de 1900 consacrera effectivement cette réussite et rendons hommage à l'Angleterre aussi d'avoir permis la tenue au palais du Westminster de la première conférence panafricaine de Londres et où l'Éthiopie était représentée par un Haïtien, Benito Sylvain. Benito Sylvain, pour ceux qui sont à l'UNESCO, et c'est pour ça que j'ai tenu à dire à quel point que le lien indiqué pour parler du panafricanisme est l'UNESCO et la multiplicité de l'éclairage, de l'éducation, la science et la culture qu'elle permet d'aborder, Benito Sylvain n'est rien d'autre que le grand-oncle de Madame Beau, l'époux du directeur général. Elle est haïtienne, elle est toujours en vie, et par conséquent, ils peuvent nous dire à quel point ils se sentaient honorés en tant que Haïtiens que le représentant de l'Éthiopie ait été à la première conférence panafricaine un Haïtien qui portait le nom de Benito Sylvain. Et au retour, pour dire quelle a été cette conférence, qui avait élu Ménélik comme président d'honneur de la conférence panafricaine, au retour, après avoir expliqué que Ménélik avait été désigné comme, l'Éthiopie avait été désignée comme président d'honneur de la première conférence, au retour, quand il en a rendu compte, l'impératrice Taïtou a dit « Nous allons célébrer en Éthiopie, un empire, le centenaire, le premier centenaire de l'indépendance de Haïti. » Cela vous montre l'interaction qui a commencé à se tisser au-delà du continent entre les différents composants de ce qu'on peut appeler les peuples noirs. Et tout cela montre que la dynamique essentielle a été une dynamique qui a été entreprise par les jeunes. Le panafricanisme a été rendu possible parce que dès ce moment-là, c'est des jeunes qui ont commencé à se réunir successivement dans des congrès qui ont eu lieu en 1921, en 1919 d'abord, un premier congrès a eu lieu à Paris, un second congrès a eu lieu en 1921 à Londres, un troisième congrès a eu lieu simultanément à Londres, Paris et Bruxelles en 1924, un quatrième congrès a eu lieu en 1927 aux États-Unis à New York, et enfin, un cinquième congrès s'est tenu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, toujours à Londres, pas à Londres, en Angleterre, à Manchester, et j'aimerais que la salle puisse se recueillir pendant 1 minute, parce que, sincèrement, ce qui s'est passé à Manchester ce matin nous convoque à une conception d'un panafricanisme qui est également ouvert vers l'universel. Et avec votre permission, Madame la Présidente, j'aimerais qu'on consacre 1 minute de silence aux victimes de ceux qui sont tombés à Manchester. Cette minute prise sur mon temps de parole est une minute que vous m'avez, vous tous, honoré de partager, parce que la grande leçon qui se dégage de ces différentes rencontres jusqu'en 1945, c'est que c'est les pays démocratiques, et en particulier l'Angleterre, qui aura permis
à ceux d'entre nous qui étaient encore sous le colonialisme de se réunir, donc toutes les vertus de la démocratie, donc toutes les vertus qui a permis à des jeunes gens, et en 1945 c'est le président Kwame Nkrumah, le futur président Kwame Nkrumah, et Dubois est un Américain qui était présent à la première conférence de Londres en 1900 et qui est également présent à Manchester et qui est mort en Afrique, au Ghana. Et à cette occasion, nous célébrons aujourd'hui, en 1957, le 60e anniversaire aussi de l'indépendance du Ghana. Tout ceci a été retracé plus ou moins dans les différents volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Et je pense qu'il faut mettre à profit les possibilités que des versions simplifiées de cette histoire générale de l'Afrique doit être connue par les Africains. Tout ceci montre que c'est sous l'égide de l'UNESCO que la plupart de ces réflexions ont eu lieu. Et je terminerai mon propos par deux appels. Au moment du 50e anniversaire de l'indépendance de la création de l'OUA, je veux dire, il a été mentionné par les participants que ce que les jeunes voulaient, c'est d'abord et avant tout avoir un passeport commun. Remercions le Rwanda d'être devenu le premier pays à émettre depuis 2016 un passeport commun et la possibilité de voyager sans visa dans les pays africains. Ça a été une demande formulée par les jeunes et il est heureux qu'un certain nombre de pays africains et des institutions commencent à en prendre compte. Enfin, puisque je parle aujourd'hui au nom du PARI, Pan-African Applied Research Initiative, il faut des initiatives vraiment concrètes pour donner corps au panafricanisme et c'est les jeunes, et les jeunes avant tout qui pourront le permettre dans la mesure où, au moment où je vous parle, c'est la présidence de l'Union africaine est assurée, je crois, par le président Alpha Condé de la Guinée, qui lui-même, dans sa jeunesse, était un militant de la FEAN, Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, créée en 1950 par le futur directeur général de l'UNESCO, par M. Mbo, à Bordeaux. Je parle là en présence, je crois, de l'ambassadeur Senghor qui se trouve dans la salle et que je remercie. Enfin, dernier point, c'est des jeunes gens qui, il y a 2 années, ont commencé à marcher à partir d'Addis Abeba vers Adwa, le lieu de cette bataille que je vous ai signalé, venant des différentes régions de l'Éthiopie pour demander à ce que Adwa, qui est le nom d'ailleurs de l'ambassadeur du Congo-Brazzaville auprès de l'UNESCO, Adwa soit un lieu où se crée une université où on enseigne le panafricanisme. Il a été donné satisfaction à cette demande et l'an dernier, cette année plutôt, le président Thabo Mbeki vient d'inaugurer à Adwa, une région très très montagneuse, la première université panafricaine. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse d'avoir été aussi long, je n'ai pas pu être plus bref.